a décidé de lancer une série d'émissions web intitulée If'al Entrepreneurship, destinée au secteur des industries culturelles. Notre but est de contribuer à faire émerger ce segment de l'activité économique qui puise ses racines dans la créativité. Nous voulons rassembler les professionnels de la culture, les entrepreneurs culturels, les artistes, les opérateurs économiques et les institutions, qu'elles soient publiques, privées, nationales ou internationales, pour comprendre, échanger, promouvoir et développer un écosystème favorable à l'émergence de ce secteur. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fatiha Wayed Farah, artiste et entrepreneur culturel, Rostam Bouaroua, chef d'entreprise spécialisé dans l'accompagnement de l'humain et de l'entreprise. Nous serons aussi accompagnés de Nejwa Hammer, journaliste, qui sera notre chroniqueuse culturelle. Bienvenue et merci à vous de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Fatiha, Oui. vous êtes photographe, vous avez participé à plusieurs expositions avant de fonder votre école Studio 21. Oui. Racontez-nous un peu le début de cette aventure, d'abord en tant que photographe. Ça a été une très grande et très belle aventure. Tout d'abord, je n'étais pas destinée du tout à faire ce métier. J'ai fait des études et tout, donc mes parents me prédestinaient plutôt à un métier, peut-être à travailler dans un bureau. Classique. Voilà, métier classique. Mais ma passion, c'était toujours la photo. J'ai grandi au beau milieu c'était des revues où il y avait beaucoup d'images, c'était le temps où il n'y avait pas Internet, donc on avait plutôt des magazines. Des magazines, oui, Ouais. Paris Match, et j'avais la chance d'avoir un oncle qui avait beaucoup de livres, donc il les empilait et je regardais les images et c'était fascinant. Je voyageais dans les photos et tout, et plus je grandissais, plus l'intérêt devenait... j'avais de plus en plus d'intérêt à regarder tout autour de moi. Et je me disais, pourquoi comment je pourrais y arriver, voilà, parler de nous. Écrire, je ne sais pas très bien écrire, ouais. Mais je me disais, l'image était magnifique. Et puis il y a de très belles choses tout autour. Quand on grandit dans un pays comme le nôtre, impossible de ne pas avoir cette vision, de ne pas avoir cette envie de le partager aussi, de le raconter, de raconter le quotidien. Donc du coup, vous décidez après vos études J'ai commencé pendant mes études. J'ai commencé, j'avais fait, il y avait une maison de jeunes, c'était du côté de Dar el Beida. Donc j'avais commencé plutôt là-bas. J'avais fait c'était des petites formations. C'était un petit club. Il était très sympathique. Il y avait pratiquement beaucoup de jeunes de toutes catégories. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans la photographie. Par la suite, bon, comme j'étais étudiante, j'étais obligée de terminer mes études. C'est obligation familiale. Étudiante en électronique. Ah oui, d'ailleurs, c'est très loin de ce... Mais enfin, il y a des liens quand même sur l'aspect technique. Par la suite, c'est ce qui m'a permis de... Parce que la photographie, c'est très technique. C'est de l'optique, c'est de la mécanique, c'est de l'électricité. Donc, au contraire, au hasard des choses, ça a été un plus pour pouvoir créer l'école par la suite. Donc, et là, j'ai commencé mes premières photos. Et quand j'ai terminé mes études, c'était tout dessiné, tout tracé. C'était de la photo que je voulais faire. Et là, je suis allée chercher une école. J'ai trouvé une école, j'ai fait une formation et j'ai pu décrocher un diplôme. Et comme les choses n'arrivent jamais par hasard, oui. Le jour où j'ai passé mon examen, j'ai été recrutée pour pouvoir faire des vacations dans un centre de formation. Vu mes qualifications, donc ils ont accepté de... D'accord. Oui, j'ai eu cette chance. Donc le monsieur donc très rapidement, vous êtes devenu professionnel, oui. Enfin photographe et en même temps enseignante. En même temps, j'enseignais. Et la proximité justement, le fait que j'ai eu la chance d'avoir le fait de faire des vacations, ça m'a permis d'avoir un laboratoire à ma disposition. Parce que quand j'ai commencé, c'était avec l'argentique. Oui. Donc c'était très bien. Donc ça m'a permis d'étoffer mon travail, de plus m'exercer, d'être plus proche du métier. Et quand vous enseignez quelque chose, bien sûr, vous découvrez plus. Et c'est comme ça que vous devenez professionnel. D'accord. Voilà. Donc vous avez commencé par l'argentique, vous avez fait la transition sur le numérique rapidement. Ça a été naturel pour vous ou ça a été plus compliqué? Alors, c'était plus qu'impératif. Parce que quand vous allez travailler, vous avez des nouveaux outils qui coûtent, qui sont
un tout petit peu plus cher à l'achat, mais vous économisez après. Parce qu'un tirage, c'est pas donné. Les tirages en noir et blanc, il faut avoir. En plus, à certains moments, tout ce qui était matériaux révélateurs, fixateurs, le papier, ça commençait à devenir plus rare. Plus c'est rare, plus c'est cher. Donc ça devenait un peu plus difficile de faire ces tirages, surtout quand il faut faire de grands tirages. Et le numérique est arrivé, s'est imposé, et pour passer aux professionnels, travailler, pouvoir gagner sa vie avec ça, il fallait vraiment, ça fait partie de devenir professionnel. Investir dans du matériel qui est plus adéquat, plus facile à utiliser, et les tirages numériques, bien sûr, ils étaient de toutes, vous pouviez faire tous les tirages de toutes les dimensions que vous vouliez, et c'était très rapide. Et puis vous pouviez sélectionner, ne prendre que ce qui vous intéresse. C'était plus la peine de faire une planche contact, cocher celle que vous devez tirer, donner le numéro, parce que les tirages, ça coûte cher. Alors les tirages, ça coûte cher, mais en même temps, juste, je fais la transition justement sur la question de l'appareil. Est-ce que vous avez, lorsque vous êtes, vous avez commencé à travailler, vous avez tout de suite investi dans un appareil cher? Est-ce qu'on considère qu'avoir un appareil cher vous permet de faire de belles photos? Non, pas du tout. Ou pas? Non, pas du tout. Alors, ça, c'est ce que je conseille aussi, même pour mes stagiaires maintenant, c'est ce que je conseille. Quand j'ai commencé, il fallait commencer quelque part. Donc, je savais que j'allais faire des bêtises, j'allais avoir des ratés, je devais m'exercer. Parce que c'est un métier qu'on n'apprend pas, on l'apprend en faisant des erreurs. Surexposition, sous-exposition, comme pour tout. C'est comme conduire une voiture. On va pas commencer à conduire sur une voiture toute neuve. Ouais. Après, c'est les murs, c'est les trottoirs, on se prend tout. Donc, la photographie, c'est comme ça. Je me suis acheté un appareil, je me suis exercée. D'ailleurs, il était usé à la fin, que je garde toujours dans une vitrine parce que c'est le premier. Et une fois que je me suis bien exercée, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé mes premières expositions, j'ai commencé à faire mes premières ventes de photos, et après j'ai commencé à avoir des demandes pour des réalisations de projets photographiques. Donc à partir de là, j'ai commencé à investir plus sur l'appareil photographique, sur des objectifs, sur le trépied, sur l'éclairage. Bien sûr, plus je travaillais, plus on payait, plus je mettais. Parce que ce n'est pas possible de brûler si on a les moyens. Voilà, si on a les moyens, ça ne se discute pas. Mais si on veut apprendre, il vaut mieux. Moi, c'est ce que je dis. Je vous ai dit, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires. Payez-vous quelque chose de moyen, apprenez dessus. Après, et ensuite, voilà. Après, vous vous équiperez. Bien sûr, il y a tous les moyens maintenant. Et alors. Donc, vous avez commencé donc, dans la photographie. Est-ce que vous avez eu un thème de prédilection? Quel type de photo vous intéresse Oui, dans quoi vous vous êtes orienté Oui, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus... j'ai eu la chance de grandir dans une cité... Comment je veux dire j'ai grandi sur les hauteurs d'Alger, donc la vue était magnifique. On avait un lever du jour sur la mer magnifique. La ville, c'était une vieille ville où il y avait des choses extraordinaires. Les fenêtres, les portes, j'ai eu la chance d'avoir un papa avec qui on sortait souvent. Donc on a fait le sud, Et imaginez toutes ces images, toutes ces choses que je voyais et que j'ai essayé de mettre sur mes clichés. Donc j'ai commencé d'abord par les paysages, j'ai commencé par ce qui touche un peu aux vieilles cités, aux vieux bâtis. Voilà, aux vieilles bâtisses. Et par la suite, j'ai découvert un peu l'humain. J'ai eu plus de contact avec des personnes. Et j'ai eu la chance d'habiter par la suite à Tizi Ouzou, donc j'ai commencé à faire les villages, j'ai commencé à sortir dans des endroits où je rencontrais vraiment des personnes très authentiques. Pour moi, c'était une découverte. Pour les gens qui sont là-bas, c'est ordinaire. Mais pour moi, c'était extraordinaire. C'est la diversité des personnes. Vous allez à Tizi Ouzou, vous avez un type de personnes. Vous allez au sud, vous avez un type de personnes. Vous avez les Kabyles, les Touaregs, les Znatis. Que ce soit sur l'aspect physique ou sur l'aspect physique, l'habit, parce que c'est ce que je dis toujours, nos mamans, c'est pas ces femmes qu'on voit dans les catalogues. Nos mamans, elles ont leur foulard et chaque région a sa robe traditionnelle. Quand on y va, on trouve une culture extraordinaire. Une diversité, en fait. On a une diversité extraordinaire.
Donc je me disais, c'est pas possible de ne pas prendre ces personnes. D'ailleurs, c'est à partir de là, c'est en sortant faire des paysages que j'ai rencontré le portrait. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai fait un peu la mode, j'ai travaillé dans la mode parce que c'était des commandes. Donc on me demandait de faire des... On va arriver aux commandes. Voilà, c'était des commandes. Ouais. Mais les portraits, comme j'ai toujours voulu le faire, au début j'y ai pas vraiment pensé, mais en rencontrant des gens comme ça rentrait tout seul dans mon appareil. Ce n'était pas que des femmes, c'était des familles, c'est des environnements que vous pénétriez. C'est des hommes, des femmes. J'ai beaucoup travaillé sur les tenues traditionnelles, les bijoux. D'ailleurs, je travaillais sur les Touaregs, sur les Kabyles. J'ai travaillé sur les Chaouis récemment. Donc, j'ai essayé de chercher ce type de femmes qui varient d'une région à une autre. Et j'ai toujours dit, quand je dis aux étrangers, je leur dis, nous, on a un continent. Parce que c'est vraiment un vrai continent. On a le nord, on a la neige, on a le sud. Donc notre culture est tellement riche que ça aurait été impossible de ne pas partir sur le genre humain. Voilà. Alors, et donc du coup, vous décidez un peu, vous allez au gré donc de vos envies sur le choix de vos thématiques, mais lorsque vous avez commencé à devenir donc dans la professionnelle, qui vous a invité? C'est-à-dire comment vous avez commencé à être sollicité et par qui? Pour, j'imagine, exposer? Oui, les premiers temps, c'était... Alors, j'ai eu la chance de tomber sur ma première exposition qui m'a fait vraiment découvrir du monde, des gens. C'était à la Bibliothèque nationale, Hama. D'accord. Il y avait une exposition qui était organisée à la bibliothèque et j'avais participé. Donc quand j'ai participé, c'était justement avec un tirage argentique. Donc quand j'ai exposé, bon, j'étais un peu timide parce que c'était la première fois que j'allais en public. Et là, les gens ont découvert le travail. Ça leur a vraiment plu et tout. Et c'est comme ça que les gens vous découvrent. Donc ils vous voient dans un lieu public. Après, votre nom passe, il passe tout seul. Si vous faites du travail, c'est les gens qui vont vous solliciter. Par la suite, j'ai commencé à être invitée. Donc, on m'a tendu. Alors, la première expo, c'est-à-dire en dehors d'Alger, c'était à Mostaganem. J'avais fait un travail que j'avais exposé localement à Tizi Ouzou et le travail portait un peu sur cette fibre. J'ai joué un peu sur la fibre du racisme. D'ailleurs, par rapport aux migrants. Voilà. Non, ce n'était pas les migrants. J'ai pris plutôt une fille qui avait une peau qui était plutôt noire, à qui j'ai mis plutôt des attributs plus berbères. Et bon, en tant qu'art, c'est passé, mais en tant qu'Algérien, les gens étaient très sceptiques. D'ailleurs, c'était très bien parce que c'est ce que je voulais, créer polémique. Donc après ça, je pense que c'est l'expo qui m'a vraiment fait découvrir. Par la suite, j'ai été... Et là, c'était une exposition individuelle? J'ai fait Annaba, j'ai fait Mostaganem, j'ai fait aussi Boussaada, Étienne Diné. Donc les gens voulaient voir ça parce que ça avait créé une grande polémique. Donc les gens voulaient voir parce que parler aussi de faire de la photo, c'est pas juste pour que ça fasse beau. Parfois, il faut pousser, avec le temps, vous arrivez, vous dites, je vais faire passer mes messages à travers la photographie. Parce que quand vous le faites, techniquement, en tant que professionnel, les gens vous font une commande, c'est quelque chose. Mais quand vous commencez à travailler, comme toute personne qui vit dans une société où il y a une multitude de mentalités, une multitude de personnes, une multitude de cultures qu'on trouve. Donc, la photo, ça a été un moyen pour moi de bousculer, de donner les mentalités, parfois. De pousser un peu, de parfois appuyer là où ça fait mal. Mais du coup, pour comprendre aussi le fonctionnement, est-ce que lorsque ces lieux, ces espaces ou ces institutions vous invitaient, elles vous invitaient en vous demandant d'exposer, en l'occurrence par exemple,
de faire une exposition particulière, c'était des commandes ou bien sur la base de votre travail, on vous invitait? Est-ce que derrière ces institutions ou ces espaces, il y avait une démarche pour, par exemple, valoriser la photographie, ou bien la photographie était un sujet qui pouvait être, on va dire, valorisé au même titre que dans le cadre d'une programmation sur les arts visuels? J'aimerais bien comprendre comment l'intérêt d'abord de vous en tant qu'artiste et de votre travail, est-ce qu'il se faisait? C'était une démarche ou bien c'était parce qu'on vous connaissait qu'on avait envie de vous découvrir? Alors, il y a un peu les deux. Alors, généralement, la photo, c'est très récent où c'est devenu vraiment, elle s'est imposée parce que les gens ont mis de leur personne. Les premiers temps, quand j'exposais, c'était plutôt dans le cadre des expositions des arts plastiques. Donc, on était conviés, je n'étais pas la seule, on était conviés à exposer, mais il y avait des artistes peintres, j'ai même participé, il y avait une dame de Béjaïa qui faisait de la sculpture. Donc c'était un petit rassemblement de plusieurs arts à la fois. Donc ça s'appelait d'ailleurs, c'était des expositions d'art plastique. Et on nous a intégrés dans cette catégorie. C'est très bien parce que c'est comme ça qu'on a commencé à nous imposer, parce que ça fait presque une vingtaine d'années que je fais ce métier. Donc on a commencé comme ça. Bon, il faut se dire qu'on a passé une période aussi difficile où les arts, c'était très difficile de s'imposer. Les espaces étaient fermés pendant des années et tout. Et l'ouverture s'est faite timidement. Mais une fois qu'on a commencé à exposer, à montrer qu'on avait quelque chose à montrer, parce que c'est pas juste des photos de vacances, ou c'est vraiment du travail, un investissement personnel, parce que quand vous travaillez sur un sujet, vous investissez. Alors justement, ça c'est une bonne question. Lorsque vous êtes invité pour exposer, est-ce que, en général, les lieux, les espaces ou ces institutions-là vous prennent en charge? Est-ce qu'elles prennent en charge, par exemple, l'impression de vos photographies, l'encadrement? Est-ce qu'il y a une prise en charge aussi, par exemple, en termes d'hôtellerie, de transport, etc. Ou est-ce que, en général, voilà, c'est une discussion? Oui. J'enchaîne sur la deuxième question, comme ça vous pourrez répondre. Est-ce qu'en général, lorsque vous travaillez sur un projet d'exposition, vous commencez par faire appel à un sponsor ou bien jusque-là, ça n'a pas été nécessaire? Alors, je vais répondre à la première partie. Donc, généralement, dans les expositions où j'ai participé, où j'ai été invitée, alors, on m'envoie une invitation, d'accord? C'est sur invitation, on me paye le transport. Et quand c'est moi qui fais les tirages, généralement, on me paye, il y a une petite somme, surtout quand vous travaillez avec des maisons de culture et tout, dans mon cas, il y a eu des fois où j'ai été payée. Sinon, le reste des expositions que j'ai fait, généralement, on y va, mais c'est eux qui prennent en charge le tirage. Donc, on y va avec nos propres moyens. Et le tirage, il est pris en charge. Et on est pris aussi en charge, question d'hôtellerie, il y a aussi la possibilité de vente. Donc là, c'est très bien. Mais quand il n'y a pas possibilité de vente, vous avez déjà un petit investissement personnel à faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer, parce que pour se faire connaître, il y a un sacrifice à faire. Et c'est celui-là. Les premiers temps, on se prend en charge. Parce que le sponsor, vous avez parlé de sponsor, ce n'est pas évident. Le mécénat, le sponsor, ce n'est pas très développé chez nous, et c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un d'investir dans quelque chose c'est pas concret. Les gens, ils vous disent, même quand je vais quelque part, ils me disent et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous produisez? À part être photographe, vous faites quoi votre vrai métier? Voilà, c'est comment vous gagnez votre vie. Mais je gagne ma vie comme ça, parce que après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Oui. Donc, à défaut d'avoir des sponsors, on contacte des gens qui sont susceptibles de prendre notre travail. Moi, c'est comme ça que je fais. Quel est le profil des personnes qui achètent? Il n'y en a pas beaucoup. Comment ils sont sur Photoshop? Comment ils sont pour qu'on puisse partager ça avec eux? Alors, regardez, je vais dire aux gens, c'est pas en restant sur place
L'entrepreneuriat, il est dans tout, même dans l'art. Je ne vais pas parler de l'école, je vais juste parler de mon profil à moi. Alors, oui, vous avez séparer. quand même la double casquette. Vous êtes artiste, mais vous êtes entrepreneur aussi de par votre école, mais entrepreneur aussi dans votre démarche pour valoriser votre métier de photographe. Justement, parce que moi, l'école, c'est un partage. Pour moi, c'est un partage. Mais ma personne en tant que photographe, c'est aussi un travail. Comment je fais? Je sollicite. Récemment, alors, je vends à des restaurants. Qui sont… Il y a des gens, c'est extraordinaire. Ils vous disent, moi, je veux consommer algérien. Je ne veux pas accrocher une photo chinoise, japonaise ou… Ça, c'est génial. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens. C'est du bouche à oreille. Tu as un restaurant, tiens, je connais quelqu'un qui a… Donc, les restaurants. Les restaurants, les hôtels, les particuliers. Moi, j'ai eu la chance, je vous ai dit, j'ai eu la chance de travailler sur les bijoux. Donc, j'ai eu un avocat, j'ai eu des bijoutiers. Et puis, ils ont demandé de grands agrandissements. Et je vais vous raconter une anecdote. Une fois, un monsieur se pointe au bureau, il me dit, voilà, il ouvre son téléphone, il me dit, je veux cette photo. Et c'était une photo qui était accrochée au-dessus d'une cheminée. C'était une photo avec une femme avec des bijoux et tout. C'est un peu, bon, que j'ai travaillé et tout. Et il me dit, je veux la même. Et j'étais très étonnée parce que finalement, c'est plus que du bouche à oreille là. Ça veut dire, votre image, c'est à vous de la véhiculer. Oui, parce qu'il y a quand même aussi une question qu'on peut poser, c'est qu'aujourd'hui, l'accès aux images est vraiment généralisé. Effarant. Donc, oui, voilà, oui, donc du coup, généralisé. Beaucoup de personnes vont plutôt faire le choix de prendre une photo sur Google en j'en ai vu, format. Oui, j'en ai vu. Donc, vous, vos moi, clients, je vais jouer, les personnes… justement, moi, je vais jouer un peu sur cette corde. Oui. J'ai eu même des particuliers, c'est des gens il y a quelqu'un qui a refait complètement sa maison. Et il avait une couleur de meubles, de salon et tout. Et il me connaissait, il m'a dit, écoute, je veux que tu équipes ma maison. J'ai rien mis sur les murs, tu viens et tu me fais quelque chose et je veux que ce soit assorti, je te laisse le choix. Bon, là, c'est quand même un connaisseur. C'est extraordinaire. Il y en a quand même qui apprécie, oui. Ouais. J'ai eu une dame, alors la dame, elle a une boutique où elle vend de la céramique, elle vend des produits d'artistes, d'artisans et d'artistes. Donc, comme je déposais chez elle, je vous ai dit, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, je tapais aux portes. D'ailleurs, j'ai le projet d'aller taper dans une porte, dans une grande porte, j'espère. Ben oui. Mais c'est ça, il faut entreprendre. Vous ne pouvez pas rester dans votre petit coin. Oui, mais c'est vrai que je publie comme tout le monde. C'est aussi un peu de votre nature. Oui, vous êtes communicatif, vous arrivez. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous les artistes. Beaucoup sont un peu plus introvertis. C'est pour ça que j'en parle. Ne restez pas, n'attendez pas. Faites-vous voir. Allez-y. Maintenant, cette génération, elle a beaucoup plus de chance que nous. Je pense qu'avec l'ouverture médiatique, avec Internet, avec Instagram, Facebook, YouTube, on a les moyens de se faire connaître. Et on a les moyens de se placer parmi ces gens-là. Les gens sont croyez-moi, les gens sont très critiques. Ils n'achètent pas n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Et maintenant, les gens ne veulent plus. Même l'opticien du coin, il vous appelle, il vous dit « Moi, je veux une photo pour ma boutique et je veux que ce soit personnalisé. » Généralement, c'est leurs enfants, ils ramènent un mannequin. Ils veulent que ce soit adapté. Vous dites par là que les mentalités quand même elles ont changé. Elles ont beaucoup changé. Et qu'aujourd'hui, vous avez quand même, on va dire, un public qui commence vraiment à prendre en considération le travail créatif qui est fait derrière une simple image. Il y a un changement. J'espère que c'est là où j'espère que le sponsoring et le mécénat, pourquoi pas, oui, on doit redéfinir le soutien aux artistes. Il faut les soutenir, mais il faut que ce soit un soutien vraiment concret. Donc maintenant que les mentalités commencent à changer, et ça je parle pour moi parce que moi je suis communicative, je tape aux portes, j'hésite pas. J'essaie de vendre mon produit. Quand je fais un tirage et quand je vais pour exposer, je me dis il faut que tout soit vendu. Et généralement, je vends après une exposition. Ok, donc même pendant les expositions, vous avez quand même des profils de personnes qui achètent. Vous avez des gens qui viennent, vous avez les médecins, vous avez les avocats, c'est potentiellement des gens…
qui sont là, qui sont à la recherche mon opticien, je lui ai offert un cadre. Parce que j'ai vu plein de trucs du chinois, Paris, et puis je suis rentrée, j'ai un peu critiqué et tout, mais il m'a dit, mais je ne trouve rien. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous ramener quelque chose, mais par la suite, il faudra... Et c'est comme ça qu'on pousse. C'est pas en restant, en regardant, en se disant, oh, ils font ça et tout. Peut-être qu'eux-mêmes, les gens, ils ont besoin de savoir qu'on a quelque chose à leur offrir. Et plus le marché va se développer, plus les gens pourront se nourrir de ça. Parce que le but d'être artiste, c'est bien de créer, c'est bien, mais il faut pouvoir se nourrir. Vous arrivez quand même à vivre de ça aujourd'hui. Vous pouvez... Est-ce qu'on... Je me paye ma baguette, pas encore de croissant. D'accord. Pas de pâtisserie. Mais déjà, c'est très bien. Je me dis, là où je suis arrivée, je suis très contente de voir que j'arrive quand même à vendre à des gens qui connaissent la valeur de ce qu'il... Il prend le cadre, mais il connaît sa valeur. Ça veut dire qu'ils savent très bien ce qu'ils vont acheter. Mais ça, il faut du temps, du travail, de la patience et surtout beaucoup de soins. Beaucoup de soins. On n'accroche pas sa photo avec une punaise. Oui. On n'accroche pas sa photo juste comme ça. Il faut lui donner, c'est ce que je dis, il faut lui donner de la valeur. Celui qui va la prendre doit la voir tout de suite, il doit voir son potentiel, il doit se dire, j'ai un coin pour mettre ça. Oui. Voilà. Alors, parlons de votre école, donc Studio 21, Studio 21 oui. Voilà, que vous avez créé et qui, donc l'objectif était vraiment, vous étiez dans une dimension de partage, dans la transmission, c'est un peu l'émission d'Artissimo aussi, donc vous et moi on peut que s'entendre, comme Rostam aussi, tu es dans la transmission, on peut que s'entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Enfin, vous êtes, bien entendu, l'école est toujours existe, et quelle est un peu, on va dire, la mission de cette école? Est-ce que elle est destinée plus à des apprenants qui veulent apprendre la photographie par passion, ou est-ce que elle est destinée à des personnes qui veulent en faire un métier? Alors, l'école, comme je vous avais dit au début, j'ai eu la chance d'enseigner. Donc, j'ai commencé la pédagogie et l'enseignement très tôt dans le domaine de la photographie. Donc, je pense que c'était un aboutissement naturel au fait que j'ai commencé une carrière dans ça. Donc, je faisais de la photo, en parallèle, j'enseignais. Et plus le temps passait, plus mon approche de la photo, je me dis, il n'en est pas question de faire une formation et de ne pas finir avec une exposition. Il n'en est pas question de prendre des photos et de ne pas apprendre à les valoriser. Parce que pour vous nourrir, pour pouvoir travailler, devenir professionnel, il faut savoir valoriser ces photos. Il faut que les gens, il faut les vendre, il faut peut-être les publier, il faut les exposer. Donc, c'était ça mon idée, créer, partager, parce que nous ne sommes pas très nombreux à faire. Il y a certains métiers nous ne sommes pas très nombreux à le faire, il faut le dire. Ça reste quand même... À faire de la formation, vous voulez dire? À faire de la formation. Enseigner dans certains métiers... il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Voilà. J'ai eu la chance, je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études, m'ont aidé à arriver naturellement à ça. Et l'école, le jour où j'ai commencé à travailler pour créer l'école et tout, mon idée c'était de pouvoir donner d'abord un métier, parce qu'il faut dire que les jeunes ont besoin, les besoins sont là, et il faut leur donner d'abord un métier. Et pour beaucoup, ils viennent parce qu'ils veulent devenir artistes, ils veulent... et je leur dis, l'artiste c'est vous, moi je vais vous donner les outils, les moyens, je vais un peu creuser un peu, mais par la suite, c'est vous les artistes. Donc, j'essaye d'accompagner. Alors, vous avez quoi comme format? Vous faites des formats, des BTS, des formations qualifiantes, oui. Des techniciens? Alors, il y a des formations de longue durée et il y a des formations de courte durée. Ça dépend. Bon, généralement, nous avons le BT, nous avons le CMP et nous avons des formations de courte durée, de 6 mois, de 3 mois. Nous avons même des formations à la carte pour des gens qui travaillent déjà, qui ont besoin de ça. Voilà, parce que passer au numérique, c'est énormément de paramètres. Donc, on les accompagne à faire leur métier correctement. Et la plupart, si vous êtes en contact avec eux, est-ce que la plupart, dans leur insertion professionnelle, bon, j'imagine qu'ils arrivent à trouver, mais quelle est leur orientation pour la plupart? Est-ce que c'est des personnes qui vont plutôt ouvrir ensuite un studio et faire des prestations
type par exemple les fêtes, les célébrations. On a tendance un peu à dévaloriser ça, mais quand même les célébrations c'est important. L'événementiel institutionnel. Alors les retours, ils sont magnifiques. Pourquoi? Parce que on a très souvent des gens qui ont fait un CMP, pour les gens qui ont fait des BT et tout. C'est extraordinaire de voir quand quelqu'un revient, il vous dit voilà, il vous donne des cartes de visite, il vous dit voilà, je me suis installé. Donc pour beaucoup, c'est des laboratoires photographiques, donc comme on le connaît, photo d'identité, tirage, encadrement, tout ça. Donc c'est extraordinaire. Beaucoup qui ont ouvert leur propre boîte. Donc quand je dis boîte, ils se spécialisent dans l'événementiel. Ça passe par les mariages, ça passe par les événements publics de toutes sortes, les foires, les événements culturels, les événements politiques, parce que tout ça nécessite un support sur lequel visuel, support visuel. Donc nous sommes très très contents de voir que les gens finissent par s'installer, parce que leur but c'est de pouvoir créer leur propre entreprise. Et bien sûr, ils commencent au bas de l'échelle, généralement, les mariages. D'ailleurs, je ne dénigre jamais ça. Oui, tout à fait. Je leur dis, surtout pour pouvoir se payer son matériel. Parce que bon, la famille vous paye la formation, et après, il faut pouvoir se payer son appareil, ses objectifs, son trépied, son éclairage. Et puis, ça peut être une spécialité à part entière, les photos de mariage. Peut-être que chez nous, ça ne s'est pas encore vraiment développé, mais quand même… Il y a des gens qui se spécialisent dans ça. C'est une spécialité. Pour beaucoup, c'est aussi, comment on dit, un trop-plein pour passer à plus. Parce que vous avez une saison pour les mariages. Après, le reste du temps, beaucoup font ça. Ils font leurs propres expositions, ils font leur propre parcours. Donc ça, c'est souvent… Voilà. Alors, on va accueillir Najwa, qui est notre chroniqueuse culture. Bonjour. Bonjour Najwa. Bonjour Zafira, bonjour Fatiha, bonjour. Alors, votre chronique aujourd'hui porte sur la photo. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, au début, نحب نبدا لكم bien sûr tout le monde يعرف باللي بدات لا فوتو من صافي دي زاني دونك من القرن الماضي بدات عندنا لا فوتو وكانت اول صوره فوتوغرافيه سنه 1800 وين ما صلحتش بيان سور اللي دار هذه لا فوتو ما قدرش يوثقها باسكو كانت شويه متحركه دونك في 1826 عاودت ظهرت اول صوره فوتوغرافيه ضوئيه واللي كانت توثقت من عند جوزيف نيبس قبل 190 عام واللي كانت تحكي على الطبيعه يعني هو كان خذاها في فكره باسكو لا فوتو اللي فاتت ما صلحتش دونك لا فوتو دوزيام كان خذاها كي كان في لا ميزون ديالو دونك رفدها ديريكتومون شاف لا ناتور شاف لا فينيتر تاعو دونك il a pris cette photo دونك لي فوتوغراف عرب نشوفوا باللي كاين مصور عراقي تشهر بزاف في الديبيو تاعو كي كان يرفد دي فوتو ايتو واللي كان اسمه لطيف العاني وتشهر بوكو بلوس انه رفد بليزيور فوتو تاع دي جون اللي كان يتلاقى بهم البرا دونك دي فوتو دو بورتري وكان سبيسياليزي بوكو بلوس انه باغ اكزومبل تعرف انه فنان الشارع يخرج برا ويلتقط دي فوتو ايتو دونك هذه لمحه خفيفه برك على التصوير الفوتوغرافي حتى نعرفوا اكزاكتوم في العلم العربي وفي لو موند كيف باسكو كيما كنا نقولوا بلي 1826 كانت من طرف جوزيف نيبس دونك ابخي عندنا اوسي مصورين في العلم العربي اللي تشهروا بزاف ومنهم يعني مصريين عراقيين جزائريين وحتى تونسيين ولكن افضل 5 مصورين حسب الاحصائيات الاخيره يعني واللي كانوا عندهم ابداع وتوش سبيسيال في التصوير تاعهم هما احمد عثمان مصور مصري واللي كان لي فوتو تاعو متناسقه بزاف في الالوان وحتى في الجماليات الصوره ما كانش ياخذ الصوره فقط ولكن كان يختار الوانه بعنايه ايضا عندنا علي رفاعي من البحرين واللي حاز على الجوائز بزاف ونشط دورات وورشات تكوينيه وحتى في الجزائر يعني كان شارك مؤخرا في المعرض الصوره الافتراضي اللي كانت نشطته وزاره الثقافه وعندنا ايضا ايمن عباس هو مصور
مصور اعلانات، وتعرف باشهار يعني اول انطلاقه تاعو كان في 2008، وكان مصور اشهار كوكاكولا واللي كان حاز على اكبر عدد متابعات، ومن ثم بدات الاعلانات التجاريه تروج اكثر للصناعه الفوتوغرافيه. ومن هنا نقدر نحكي لكم باللي الصوره في مصر وفي العالم العربي، يعني على خلاف الجزائر، ناملوا انه يكونوا لي فوتوغراف تاعنا كما فتيحه كما دوتر فوتوغراف تالون يكون عندهم صناعه فوتوغرافيه خاصه بهم، لانه نشوفوا باللي في العالم العربي بعد دي تيموانياج بيان سور. كنا حكينا مع دي فوتوغراف تونسيان، مع راشد فرحات هو رئيس جمعيه الفوتوغرافيين التونسيين بتونس، وهو كان يعني عنده مشاركات كبيره، ومؤخرا كان شارك في يعني بسبب جائحة كورونا ايتو، دونك كان شارك في المسابقة الافتراضية اللي قاموا بها اتحاد المصورين العرب، واللي فازوا فيها 3 جزائريين، أسماء عمراني وسيف الدين فتحون وأمين لكحل، وهذوما كانوا باغمي لي غانيون اللي نجحوا وشاركوا في التصوير الفوتوغرافي من خلال صور عبروا بها على الفن في الجزائر، ونقلوا بها الصورة الحضارية والموروث الثقافي الكبير اللي في الجزائر. لانه نشوفوا نحن في الجزائر اكيد في فتره الكورونا وزاره الثقافه يعني كان عندها نشاطات محتشمه، ولكن في نفس الوقت نشوفوا باللي كان تنظيم صور بلادك، هذيك المسابقه الافتراضيه اللي كانت صور بلادك واللي كانوا فازوا فيها بزاف وتنقلت مباشره على التلفزيون الجزائري. دونك اوسي عندنا المصوره اللبنانيه واللي حازت على افضل لقب سنه 2019 هي جيسيكا كوبيسي. وجيسيكا كوبيسي عرفت انها تصور في الاحداث والحروب يعني كل هذه ازمات الحروب والاحداث، ودات احسن لقب مصوره في العالم سنه 2019. ايضا عندنا نور الدين احمد واللي راح نشوفوه في ان باساج من بعد شويه في يجوز علينا. نور الدين احمد وراشد فرحات اللي راح يعطيونا الانترفونسيون تاعهم كونسيرنون الصناعه الفوتوغرافيه، يعني كيفاش تقدر تكون الصوره هي في حد ذاتها نقل للثقافه، وكيفاش تقدر انها تساهم في نشر الثقافه والوعي عند المجتمعات العربيه. دونك نسمعوهم ان شاء الله. اوكي تو سويت. إجابة على سؤالكم بأن هل يمكن للتصوير الفوتوغرافي أن يساهم في الصناعة الثقافية؟ من رأيي بأن أي صناعة ثقافية أو أي قيمة مضافة تقدمها الثقافة تحتاج للتصوير الفوتوغرافي من عدة جوانب. الجانب الأول والجانب الذي يظهر الأذهان في الوهلة الأولى بأن التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يساهم في التعريف بالأنشطة الثقافية أو بكل إسهامات ثقافية أو بكل إضافات ثقافية عبر إشهارها أو عبر تقديم صورة للمشاهد والمتلقي لكي تكون له رغبة في الاطلاع على هذا. يمكن أيضا ومن وظائف التصوير الفوتوغرافي أنه يقوم بالتوثيق لكل هذه، بالتوثيق للثقافة عموما في الحراك الثقافي أو الإنتاج الثقافي أو للمساهمات الثقافية في العالم. والتصوير الفوتوغرافي هو أيضا إسهام ثقافي عبر أنه يقدم منتوج ثقافي، بما أن الصورة الفوتوغرافية هي منتوج ثقافي أيضا تخضع للبحث وتخضع كأي منتج ثقافي، فهو يقدم إضافة ويقدم قيمة مضافة للمتلقي ويحمل رسالة في طياته قادر على أن تنهض بوعي المتلقي، وقادر على أن تقدم له صورة ليست الصورة الفوتوغرافية، قادر على أن تقدم له صورة مغايرة أخرى للعالم، العالم الذي نريد والعالم الذي نرغب أن نعيش فيه. وشكرا. رشيد فرحات، مؤسس ورئيس جمعية تونس للفن الفوتوغرافي. لكي تساهم الصورة الفوتوغرافية في الصناعة الثقافية لابد من توفر عديد الشروط، من أهمها حماية هذا المنتج الفني عبر قوانين حماية حقوق المؤلف فيما له علاقة بالصورة الفوتوغرافية، مما يعني وجوب الحصول على ترخيص المصور لنشر صوره واستغلالها، وبالخصوص خلاص مستحقاته، وكذلك تشجيع المعارض والتظاهرات الدولية وتحسين الوضع المادي للمصور الفوتوغرافي. كل هذا من شأنه
أن ينشئ سوقا للصورة وأن تساهم من جهتها في هذه الصناعة الثقافية. En tout cas, c'est intéressant de comparer. Ce qui nous intéresse aussi à IFAL Entrepreneurship, c'est aussi de faire un peu cette comparaison par rapport aux artistes qui sont ailleurs et particulièrement, alors ça sera, on va mettre une particularité sur le monde arabe pour qu'on puisse d'abord comprendre comment ça fonctionne, voir si véritablement Had al-Fanni est développé plus ou moins qu'en Algérie, et ça nous permet aussi de connaître peut-être des artistes les manarfouhomch. Bien sûr. الوغ في الجزائر ظهروا بزاف المواهب الشابه باغ اكزومبل في التصوير الفوتوغرافي بيان سور عندنا دي زونسيا كيما صديق رباطي اللي معروف انه يعني هو مصور متجول يتجول في المدن الجزائريه على 48 ولايه ويقوم باخذ الصور اللي ترسخ للحضاره والموروث الثقافي ويقوم انه يعمل معارض خاصه ثقافيه حتى يعرف بالمخزون الثقافي للجزائر. مش مثلا يعني نشوفوا في الكثير من المصورين الهواة حاليا باغ اكزومبل مؤخرا الصوره اللي تنشرت اكثر في الحراك هي صوره لا بالورين دالجي ميليسا زياد واللي كانت صورتها المصوره الهاويه رانيا. دونك نشوفوا باللي هذه صوره هي وثقت الاحداث وهي تعرفت في العالم وقدرت تتعرف بالجزائر وتنشر السلميه والحضاره وتنشر ثقافه البلد الجزائري. مالغري نحن في الجزائر يعني نشوفوا باللي الفنون هي نوعا ما مؤخرا احتشمت مش زي في فتره التسعينات رغم انه كان فيه ضغط ورغم انه كان فيه يعني ظروف قاسيه عاشها الشعب الجزائري ولكن كانت فيه سينما كانت فيه حياه كانت فيه ثقافه مجتمع. باغ كونتخ اليوم رانا نشوفوا باللي باغ اكزومبل لي جون ما عندهمش ثقافه انه يروح السينما ما عندوش ثقافه انه ترفد اكزاكتومون ترفد التليفون تاعك وتصور باغ اكزومبل دي فوناتر يعجبوك. دونك نشوفوا شويه كاين تراجع في الثقافه وهذا هو الشيء اللي حبيت نحكي فيه مع فتيحه. هي عندها ايكول وراهي حاليا تكون في مصورين شباب ايتو. حبيت نعرف الاقبال وحبيت نعرف الشباب هذوما كيفاش تشوفي لي تالون تاعهم وكيفاش تشوفي المواضيع بوكو بلوس اللي يحبوا ياخذوها كصور يعني. صح كي يجوا لي ستاجير كي يجوا النهار الاول كي يدخل تشوفي البروفيل ديالو ça veut dire كي يجي عنده اون ايدي عنده فكره على واش حاب يدير. سي سا كي بيان ça veut dire يجي باسكو باش تلحق تجي مدرسه خاصه لازم تخصص لها وقت وان بودجي ça veut dire لازم لها بودجي باش يجي. دونك كي يجي على بالو على لافونس واش يحب. دونك tout de suite تشوفي لو بروفيل تشوفي كاين اللي حب كاين اللي يجيب في التليفون تاعو يقول لك فوالا انا نصور ريتو بصح ما خرجتليش كيما حبيت نديرها باسكو عندهم اون سيغتين كولتور فيزوال يكون شاف كيما كيتقولي يشاف يجيب اسم يجيب لك ميم التصويرات تاعك يقول لك حبيت انا هكذا حبيت تخرج هكذا جو لي ايماجيني. دونك يفهم باللي تكنيكمون لازم له اون باز لازم له قاعده يتعلم لي روديمون تاع الميتي. دونك كي يجي عنده فكره على واش حاب يدير. دونك هذا يسهل المهمه تاعنا كونترير باسكو يجي على باله واش يحب ويسقسيك لي كيسيون اللي حب السؤال اللي كيسالو صافي دير جابوا معاه في راسو. اي هذا دو بلوز ان بلوس راني نشوفو في بيسك راني في التكوين. دونك هذا يسهل المهمه باسكو لانه كل واحد يجيب معاه لي غاف تاعو يجيب معاه فكره على افونس على بالو واش يحب ويسهل المهمه تاع اللي يدير التكوين باسكو هنا تعرفي واش تعطيلو واش لازم له. Alors il y a aussi un autre aspect parce que nous faisons aussi de la formation et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un peu développer cette créativité et cet aspect artistique parce que vous pouvez avoir مثلا عندك justement des idées, عندك افكار, tu as envie de filmer مثلا de photographier les paysages ou je sais pas la mer ou la ville ou quelle que soit la thématique, mais ça il faut quand même qu'il y ait un travail qui soit structuré, une thématique
thématique, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut donc tout bien entendu que l'aspect de la créativité qui va être aidé pendant la formation et qui va être voilà, suscité à chaque fois, mais il y a aussi un peu une cohérence et une structuration de l'esprit. باش ماشي غير دير كي دير une exposition, دير une photo هكذايا, une photo واحده اخرى, une photo لازم تحكي حكايه en fait. Tu dois raconter, enfin tu dois, il y a pas d'obligation, mais on va dire que l'intérêt, c'est aussi une idée. Voilà, créer, voilà, une histoire idée, à la raconter, développer. un sujet à développer. Et parfois, c'est pour ça qu'on peut avoir des photographes aussi engagés qui ont justement, qui veulent faire passer des messages à travers la photographie, ou d'autres qui ont voilà, un aspect voilà, artistique qui est véritablement clair. Et c'est cette transmission de cette créativité à travers la photographie, l'aspect technique est complètement n'a rien à voir avec l'aspect artistique, mais c'est la magie, c'est c'est les deux. C'est les deux en même temps. Je pense que la photographie, c'est un outil. L'appareil est un outil en fait. Elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'un facteur personnel qui est la personne elle-même, parce que l'art, c'est quelque chose, c'est une vision, c'est voilà, créé. Cette vision-là, et ça, c'est personnel, et c'est en la personne. Elle vient, elle a ce bagage. On va lui donner cet outil qui va lui permettre de s'exprimer. Voilà. Et maintenant, les appareils photographiques, c'est vraiment de la technologie, c'est de la haute technologie. Maintenant, vous prenez une photo, alors vous avez l'ouverture, la vitesse, vous pouvez même avoir le lieu, la latitude et la longitude. Donc vous la rentrez dans n'importe quel endroit, on vous dira où elle a été prise et on vous donnera, Google vous donnera exactement l'endroit où elle a été prise. Donc techniquement, on a énormément de choses dans cet appareil. Et les gens, ils viennent pour qu'on leur simplifie la vie, pour qu'on leur explique qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils doivent manipuler pour avoir quel résultat. Voilà. Ok. Oui, tout à fait. Peut-être هذه هي الحاجات اللي خلت لي فوتوغراف كونيو يتشهروا ويوصلوا واش راهم وصلوا اليوم ويحققوا شهرة واسعة. دونك نشوفوا باللي en 2014 كاين صورة فوتوغرافية تباعت ب 65 مليون دولار، واللي كان التقطها المصور بيتر لايك وصورها في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه كانت فقط بالأبيض والأسود، يعني ما استعملش فيها الألوان. لكن هنا نشوفوا باللي في مصورين فوتوغرافيين راهم يخدموا على الصناعة الثقافية وراهم يروجوا للموروث الثقافي تاعهم، وعلاه لا في الجزائر أيضا تقدر تكون الصورة الفوتوغرافية صناعة ثقافية بحد ذاتها. Voilà. شكرا. Merci beaucoup. تقعدي معنا. Ok. Dans quelques jours, Artissimo abritera votre exposition intitulée Ablation. Elle relate une expérience que vous avez vécue vous-même. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est exactement dans le contexte de ce qu'on disait. La photographie, elle est là aussi pour raconter des histoires. Parfois, on raconte celle des autres, mais au hasard des choses, on peut raconter sa propre histoire. J'ai eu une expérience que beaucoup de femmes ont vécue, qu'énormément de femmes sont en train de vivre actuellement, c'est le cancer du sein. Donc, j'ai vécu cette expérience avec tout ce qu'elle pouvait comporter comme conséquences, comme choses dures à vivre et tout. Et en tant que photographe, je n'ai pas pu j'ai pas pu passer à côté de ça. Donc, pendant toute cette période, j'ai essayé d'immortaliser et de prendre des clichés de ce vécu. D'ailleurs, j'ai essayé j'ai commencé à le faire et je l'ai fait pendant l'hospitalisation, pendant la chimio, pendant tout mon parcours médical. Donc, et à la fin, j'avais tout un document, toute une histoire à raconter, et vous m'avez offert l'occasion de le faire. Quoi de mieux qu'une femme qui invite une femme pour parler aussi et ça, je vous remercie d'ailleurs pour ça. Donc, pourquoi pas? Parce que beaucoup de femmes, j'espère qu'elles vont voir, qu'il y aura des gens qui vont venir le voir, des femmes qui vont voir qu'elles ne sont pas toutes seules, elles vont voir ce vécu, et j'ai tenu à le partager. Donc j'espère que ça va être
On va reparler de cette exposition. Alors, elle aura lieu le jeudi 28 janvier, donc à Artissimo Hub Créatif, à partir de 14 h. Donc, tout le monde est bien entendu convié. Nous reparlerons de cette exposition, mais quand même, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, donc, lorsque vous avez été donc hospitalisé, je peux imaginer l'état peut-être psychologique, c'est très difficile, c'est physiquement éprouvant. Oui. Malgré ça, vous avez tout de suite l'idée vous est venue de travailler sur ce sujet, ou vous en aviez besoin pour vous accrocher à quelque chose? Oui, la faute, justement, je l'ai fait spontanément. Et je pense qu'aussi c'est par habitude. C'est ma façon de m'exprimer. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude. Quand je vois quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas, j'essaie de l'immortaliser, j'essaie de la mettre en image. Et cette expérience-là, c'est venu tout seul, ça m'a permis de vivre ça, de le voir à distance. Et et ça m'a vraiment permis d'avoir une occupation, de regarder. J'étais comme un spectateur. Ça m'a soulagée, ça m'a permis c'est-à-dire de sortir de temps en temps de ce personnage qui était malade. Donc je voulais être ce personnage qui va témoigner. D'accord. Ben, en tout cas, nous en reparlerons parce que, alors il faut savoir qu'à Artissimo, on ne fait pas des expositions pour des expositions, mais on va véritablement à la rencontre de l'artiste et on prendra plus de temps pour parler de cette expérience. J'espère. Et voilà, tout le monde, on vous invite à être présent le jeudi 28 janvier à partir de 14 h pour l'exposition de Fatiha Wayed intitulée Ablation. Alors cela est une transition très intéressante vers mon ami Rostam, parce que j'imagine que vous l'avez observé, derrière ce combat de Fatiha, derrière l'artiste, derrière cette volonté d'exprimer un art, il y a aussi une volonté de se battre, et c'est peut-être ce qu'on appelle la résilience. Oui, tout à fait. Je voulais vous féliciter par rapport à ça, parce que c'est une belle histoire, c'est ce que vous faites est merveilleux, et tout à fait, la résilience en tout cas, bon, par définition, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique, et je pense que vous l'avez bien réussi. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant à travers ce que vous aimez. Je pense que d'ailleurs ce qui est très important, ce qui vous a aidé, c'est l'amour que vous portez à ce que vous faites. À ce métier, oui. Et ça, c'est une dimension très très importante. Et dans la résilience, justement, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on ne fait pas ce qu'on aime aussi, ça va vraiment être difficile. Tout à fait. Alors vous êtes entrepreneur, donc vous dirigez Booster Consulting, vous êtes cofondateur de Booster Consulting, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement de l'humain et de l'entreprise, et vous êtes formateur et cofondateur de l'espace coworking The Address. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, vous travaillez beaucoup donc, dans le milieu de l'entreprise. Alors, nous, à travers l'émission IFAL Entrepreneurship, notre volonté aussi d'interpeller, d'ouvrir une porte de dialogue avec le monde de l'entreprise, avec les opérateurs économiques qui ne sont pas forcément sensibilisés à aux questions donc, culturelles, à la pratique artistique et aussi à l'importance de ce secteur de différents points de vue. En tout cas, il y a un lien à faire entre l'entreprise et l'art et la culture en général. Et donc, à travers cette question de la résilience, est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec les entreprises qui aujourd'hui, suite à la pandémie, suite à la crise économique qui a commencé déjà avant la pandémie, comment cette question de la résilience peut être valable pour le milieu de l'entreprise et voilà, et dans quelle dimension ça peut s'exprimer. Oui, si on prend en compte le fait que depuis 2018, nous sommes en train de vivre une crise économique ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est aussi cette pandémie. Donc maintenant, on va dire que la résilience dans l'entreprise, c'est devenu plus que vital. Nous avons vu des entreprises qui se posaient des questions, des entreprises qui ont fermé malheureusement.
d'autres qui sont en train toujours de se poser les questions, est-ce qu'on doit rester toujours à faire ce qu'on doit faire ou pas? Et il y a un aspect psychologique derrière tout ça. Alors oui, la résilience maintenant, c'est vraiment d'actualité dans une entreprise. Parce qu'elles ont été quand même. Est-ce qu'on sait à quel point les entreprises ont été impactées par la pandémie? Est-ce qu'il y a des études ou aujourd'hui c'est vraiment des témoignages ou une ambiance générale qui nous fait dire que l'impact est assez flagrant de tout point de vue? Tout à fait. De toute façon, on le vit. À l'échelle mondiale, il y a des statistiques. Je pense qu'en Algérie un peu moins. Il y a des entreprises qui ont carrément été... ne pouvaient pas travailler. On va citer les entreprises culturelles, les artistes n'ont pas pu travailler, les restaurants aussi, les sociétés, les entreprises de formation, les écoles de formation... déjà nous, oui, tous ces secteurs-là ont été empêchés de travailler. Oui. Donc oui, de toute façon, ça se sent. Et vu que la population, elle est ou employée ou chef d'entreprise, donc indéniablement, bien sûr, on le ressent. C'est tout à fait normal. Mais dans les entreprises qui ont continué, par exemple les multinationales, donc toi tu es formateur dans beaucoup de multinationales, quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein de ces entreprises? Les employés, quel est l'état, on va dire, plus psychologique, si on peut parler de ça, des employés et même des managers d'ailleurs, hein. Je pense que tout le monde ceux qui ont été touchés directement ou indirectement par cette crise. Premièrement, ça dépend des secteurs. Mais comme on a parlé de la résilience et du choc traumatique dans une entreprise, l'entreprise, c'est aussi l'humain. C'est des êtres humains qui sont en train de travailler dans l'entreprise. Oui. Donc, quand vous parlez de l'atmosphère, il y a des employés qui se posaient des questions, des employés qui ont vu leur salaire baisser. Il y a des chefs d'entreprise aussi qui n'arrivaient pas forcément ou aisément à rassurer les employés. Donc c'était un stress aussi derrière, n'est-ce pas? Et l'ambiance, bien entendu, c'est un stress continu, c'est une ambiance qui n'était pas, même si dans les entreprises, que ce soit des multinationales ou pas, même si on a... Même dans les sociétés publiques qui ont continué d'être... Même si les employés ont notamment dans les entreprises publiques, les gens continuent à être payés, mais il n'empêche que ce n'était pas, il n'y avait pas que cet aspect-là qui était... Absolument. Un employé qui a vu sa femme, on va dire, sa femme a arrêté de travailler parce que les écoles étaient fermées et qu'elle devait, on va dire, s'occuper des enfants. C'est un salaire en moins, donc il est stressé, il n'est plus engagé. Donc directement, il y a la performance de l'entreprise qui baisse. Ou les salaires qui ont diminué aussi. Lui-même, on lui baisse son salaire. Il y a le chiffre d'affaires qui baisse, le salaire qui baisse. On demande aussi, on va dire, aux employés de faire des efforts. Mais on a vu aussi beaucoup de connivence parce que beaucoup d'employés ont aussi fait des efforts. Ils ont accepté de baisser leur salaire pour la survie de l'entreprise. Donc, c'est assez mitigé, on va dire. Et toutes les entreprises ne se valent pas. Il y a des entreprises qui sont assez fortes, les multinationales, elles ont aussi le support de leur on va dire, headquarter à l'étranger. D'autres non, les petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Donc c'est assez mitigé. Mais ce qui rejoint, on va dire, ce qui les lie, c'est qu'elles ont réellement vécu une situation de stress. Oui. Voilà. C'est pas facile. Oui. Il y en a qui vont réussir, d'autres pas. Donc on continue. Et le rôle aussi des formateurs, comme nous, parce qu'on est spécialisé dans le développement personnel, c'est d'accompagner l'humain, c'est d'accompagner aussi l'entreprise à trouver les mécanismes, les leviers, pour pouvoir, on va dire, recréer cette dynamique, et voilà. Alors, comment on recrée cette dynamique? Est-ce que c'est à travers des ateliers, des formations? Qu'est-ce qui est à prendre en considération? Et dans tout ça, est-ce que, bien entendu, chaque cas est un cas, chaque entreprise a sa culture, sa propre culture. Donc, lorsque on vous sollicite, vous intervenez par rapport à la culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a une méthodologie sur laquelle vous travaillez pour ça? Et
Attends, allez-y sur cette question. Très bien. Je vais... Alors, il y a différentes façons. Comme je l'ai dit, toutes les entreprises sont différentes. Il y en a celles qui ont vraiment des valeurs, une vision, une mission bien claire. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ça facilite, on va dire, ça facilite à l'employé de pouvoir se situer, savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, les entreprises qui ont une identité qui est forte, c'est beaucoup plus facile pour elles afin de redynamiser, de travailler sur l'engagement et surtout sur la satisfaction de l'employé. Il y a plusieurs ateliers qu'on met en place, des ateliers comme les team building, des ateliers où il y a beaucoup de créativité aussi, de l'art. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple. Quand on fait des ateliers sur les valeurs de l'entreprise, il y a un exercice qu'on appelle « Dessine-moi tes valeurs ». C'est des groupes qui travaillent ensemble. Ils dessinent les valeurs, on va dire, de l'entreprise et ils s'approprient à partir de là ces valeurs-là. Donc l'art fait partie aussi de ces ateliers. Alors on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais savoir dans quelle mesure, en parlant de mal-être dû à cette situation donc au sein de l'entreprise, qui est censé prendre en considération, qui est censé au sein de l'entreprise prendre en considération cet aspect-là, qui est censé s'inquiéter des employés, aussi des membres de la direction, pour justement remédier à cette anxiété ou cette ambiance un peu morose au sein des entreprises. C'est le job de qui de s'occuper de ça? Comme on l'a dit, de toute façon, la performance de l'entreprise est intimement liée à l'engagement et la satisfaction de l'employé. Donc, directement, on comprend que le top management doit comprendre ça et l'incorporer au sein de sa stratégie. Donc, le top management, c'est celui qui va initier. Bien entendu, il y a le département de la ressource humaine qui doit aussi, c'est le moteur. D'accord. Donc, ça fait partie de la stratégie. Après, la direction des ressources humaines doit mesurer cela et trouver les actions à mettre en place pour justement que l'objectif soit atteint. D'accord. Après, bien entendu, on associe les responsables de département pour que justement cette stratégie commence de haut et va jusqu'en bas. Donc les responsables aussi, au sein des départements, doivent comprendre que l'engagement, la satisfaction de l'employé, tous ces ateliers doivent être mis en place pour que la mayonnaise prenne. Donc, il y a différents acteurs. Par contre, on ne peut pas, on va dire, atteindre l'objectif sans que le top management l'incorpore dans la stratégie de l'entreprise et que la direction des ressources humaines trouve réellement les actions ou la manière ou les leviers afin que ça se traduise réellement en quelque chose de palpable. Mais on peut se dire aussi que le top management ou le directeur financier peut dire que ce n'est pas le moment de s'occuper de l'état du bien-être des employés au sein de l'entreprise parce que nous sommes en crise économique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rentrées et que ce n'est pas une priorité. Comment est-ce que, quels peut être les bienfaits d'aller sur des ateliers qui prennent en considération justement cet aspect-là des employés par rapport, qu'est-ce qu'elle gagne l'entreprise ou qu'est-ce qu'elle pourrait gagner potentiellement en mettant un focus sur l'humain justement pendant cette période de crise? Alors notre rôle déjà au début c'est un travail de sensibilisation justement. Parce que c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire est tout à fait vrai. Pourquoi investir dans ce domaine alors que ça ne me rapporte rien? Alors des études ont été faites par les plus grandes entreprises au monde comme Boston Consulting Group, comme Gallup et justement on explique ça au top management. Un employé qui est engagé, satisfait, il y a beaucoup moins de non-conformité, il y a beaucoup moins d'accidents de travail, beaucoup moins d'absentéisme, beaucoup plus de chiffres d'affaires. Donc ça c'est vérifiable. D'accord. Et à partir de là, beaucoup d'entreprises comprennent. D'ailleurs, c'est nos partenaires, nous avons beaucoup d'entreprises dans ce sens-là, beaucoup de multinationales, de grandes entreprises, mais maintenant aussi les PME, PMI ont compris ça. Et c'est notre rôle et le rôle de chacun, on va dire, des acteurs, que ce soit aussi
les autorités publiques d'expliquer, nous aussi, les écoles et tous ces acteurs-là, que c'est dans leur intérêt de faire, on va dire, d'utiliser ces ateliers pour augmenter l'engagement et la satisfaction de l'employé, parce que le service client ou le client, la satisfaction client est liée directement à la satisfaction de l'employé. Les chiffres d'affaires, tout est lié en fait. Oui. Donc, c'est à travers des prestations, des prestations de sensibilisation qu'on peut faire comprendre ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un bénéfice direct finalement c'est carrément palpable, absolument. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises maintenant mesurent la satisfaction de l'employé et l'engagement à longueur d'année parce qu'ils savent très très bien que c'est lié au chiffre d'affaires, c'est lié à la profitabilité carrément et à la survie de l'entreprise. D'accord. Et donc, vous, à Booster Consulting, vous travaillez sur quel type de méthodologie est-ce que vous faites d'abord un diagnostic, ensuite vous organisez des ateliers? Quelles sont en général les thématiques sur lesquelles vous intervenez au sein de l'entreprise? Peut-être en temps normal et là, depuis le Covid. Alors, ça dépend aussi de l'entreprise. Vous avez des entreprises dans lesquelles la formation, des ateliers, c'est déjà bien ancré. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont déjà un département de ressources humaines et aussi dans le département de ressources humaines de la gestion des talents, de la gestion des carrières. De carrière qui est bien ancré. Donc, ils savent ce qu'ils veulent, on les accompagne et ça va très bien comme ça. Vous avez aussi d'autres entreprises qui font appel à nous, ils nous disent voilà, ça va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à partir de là, on fait un diagnostic et on met en place une solution. Une solution qui peut être du coaching personnalisé. Ça peut être un coaching, il y a un directeur au niveau d'un département sur lequel on doit agir et à partir de là, tout peut changer. Vous avez des actions collectives, des team building qui peuvent... D'ailleurs, on a fait des team building, on a fait appel à des artistes peintres pour nous accompagner. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est assez, c'est pas émotionnel, hein, c'est très, on va dire, strict. Donc faire appel à la fibre émotionnelle, ça dépend, on peut faire passer des messages, des instructions, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, nous, au niveau d'Artissimo, depuis un certain nombre d'années, on met en place des ateliers pour, donc dans le but de contribuer non seulement au bien-être des employés, mais aussi à la redynamisation, à la cohésion dans les équipes et au développement de la créativité. Alors nous sommes convaincus, et beaucoup d'études dans le monde le prouvent, que faire rentrer l'art et la culture donc à travers une pratique, elle peut être bien entendu programmée tout au long de l'année, elle peut être dans un but justement managérial, c'est-à-dire voilà, développer la créativité, aller sur impulser une motivation, une solidarité dans les équipes. Nous savons aujourd'hui, enfin en tout cas il est de plus en plus clair que l'activité artistique, le médium de l'art, peut être véritablement un vecteur pour atteindre ces objectifs. Donc on a déjà travaillé avec des entreprises qui nous ont sollicité pour des ateliers de musique, mais toujours avec un objectif dans les arts visuels, le théâtre, etc. Alors ensuite, peut-être que vous partagerez mon avis, ça reste quand même des entreprises aujourd'hui qui ont peut-être cette sensibilité ou qui sont elles-mêmes, voilà, oui, sensibilisées ou en tout cas… de leur ADN aussi. Ça fait partie. Très peu d'entreprises ont dans leur RSE la promotion culturelle. Il y en a quelques-unes, mais il y en a quand même très peu. La responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ce sont des sujets. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris l'art comme, voilà, comme sujet ou comme levier. Mais est-ce que, d'après vous, les mentalités, justement, sont en train d'évoluer? Et est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour que les entreprises algériennes peuvent véritablement prendre ce sujet en considération aujourd'hui pour le bien-être de leurs employés ou en tout cas dans leur manière de manager? Alors, déjà, je vais donner deux exemples. Premièrement, dans nos ateliers, dans notre coaching, dans nos formations, il y a beaucoup de domaines artistiques, on va dire.
Un exemple très simple. Le storytelling dans la communication, on l'utilise. Oui. Les jeux de rôle. On dit à la personne, voilà, tu nous expliques comment tu vas atteindre tes objectifs en faisant ta vie. Ça le fait sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on avait été en train de dire, et il se sent beaucoup plus épanoui, c'est plus facile pour lui. Nous utilisons le dessin, comme on avait dit. Donc, dans la formation, on utilise beaucoup ça. Alors, est-ce que c'est en train d'évoluer? Oui, c'est en train d'évoluer. C'est à nous de faire cette sensibilisation aussi. Beaucoup, quand on termine une formation, on dit, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas une école où je pourrais faire du théâtre ou de la musique, parce que je sais que ça va m'aider. Donc, doucement, petit à petit, c'est en train de s'intégrer. Je vous donne un exemple simple. Un des leviers d'engagement des employés dans l'entreprise et surtout en Algérie, c'est ce qu'on appelle le work-life balance. C'est la balance entre l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui. Ce que vous avez, par exemple, offert ou proposé comme atelier des Family Days. Les Art Family Days. Absolument, oui. ça va indéniablement agir sur l'un des leviers les plus importants de l'engagement de l'employé dans l'entreprise. Oui. Après, comme je vous l'ai dit, les grandes entreprises ont compris cela. C'est en train de se faire petit à petit, mais il faut un travail de vulgarisation, il faut un travail de sensibilisation afin de pouvoir généraliser cela. Donc pour vous, c'est l'équilibre entre l'aspect, on va dire, émotionnel et l'aspect rationnel et émotionnel. Comment est-ce que... Dans une entreprise, quand on parle de chiffres et tout ça, c'est rationnel. On a besoin d'une fibre émotionnelle pour équilibrer. Et l'art fait bien les choses dans ce sens-là. Voilà. L'art est partout dans l'entreprise. Je vous donne un exemple. Dans l'espace de coworking, quand avec mes associés on s'est dit comment on va décorer, on m'a dit pourquoi on n'a pas utilisé des œuvres d'art. Donc on a pris des photos, on a fait des agrandissements et ça fait des sujets de conversation même par rapport aux entreprises qui sont domiciliées. C'était où, c'était comment tu as fait ça détend. Il faut savoir quand même, il ne le dira pas lui, que c'est lui qui prend des photos et qui fait de magnifiques photographies. Moi en tout cas, je trouve qu'elles sont très belles. Si vous les avez accrochées, ils ont plu, c'est que c'est bon. Voilà, c'est le retour qui dira si vous êtes bon ou pas. Et s'il y a beaucoup de retours, de bons retours, donc c'est bon. Il y a de bons retours, oui. Donc ça me fait plaisir. D'ailleurs, dans mon bureau, on a décoré avec des photos. Au niveau du coworking, au lieu d'utiliser des photos, on va dire téléchargées, donc on a utilisé des photos réelles. Et bien entendu, il faut qu'il y ait une vulgarisation. Vous avez dit tout à l'heure que ça a reculé, mais je pense qu'on a vu beaucoup de personnes aussi qui maintenant sont derrière un appareil photo. Oui. C'est en train de reprendre. Il faut depuis un moment. Ça fait une identité, ça donne une identité. C'est très personnalisé. Parce que quand vous prenez une photo que vous allez télécharger d'un blond yeux bleus et tout dans une entreprise, ce n'est pas avec un costume, cravate et tout, c'est pas très représentatif de toutes les entreprises et de toutes les personnes. Donc vous personnalisez et on est plus rassuré d'avoir un environnement qu'on connaît. Voilà, oui, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect, tout à fait, il y a l'aspect du décor qu'on peut mettre, donc qui va créer plus ou moins, en tout cas, une atmosphère plus chaleureuse, mais il y a aussi la pratique, donc à travers ce médium qui permet de créer le lien. Absolument. Entre la direction et les employés. Ça. Quand on fait des team building autour de l'art, vous avez le PDG, quand généralement on ne tutoie pas, on appelle monsieur et tout ça, et on voit les personnes en train de faire des, on appelle ça, Ashghal Yadawiya, ensemble, voilà, ça crée de la cohésion, c'est ludique, ça crée des liens. Alors, vous avez dit une chose qui est très intéressante, vous dites Ashghal Yadawiya. Très souvent, alors moi je vous connais, donc je sais très bien que vous le dites dans un sens très positif, mais parfois c'est aussi un peu, il y a quand même une espèce d'étiquette où lorsque on va pratiquer justement, on va travailler sur, on va réaliser une peinture ou un dessin, etc., on n'est que dans les travaux manuels. Ça veut dire que quand on est dans les travaux manuels, quelque part, cette notion de créativité, de rêve,
elle n'est pas véritablement valorisée. Je vous dis ça, c'est juste une petite anecdote où c'était un monsieur en entreprise qui travaillait justement, il nous avait sollicité pour leur animer des ateliers par rapport aux valeurs de leur entreprise. Et puis, il a voulu un peu détourner ce projet et il nous dit, mais allez, de toutes les façons, c'est Ashghal Yadawiya que vous allez leur faire. Là, je pense qu'on n'est pas dans l'objectif que peut représenter un travail artistique, un travail de créativité. Après, c'est bon, clair ensuite, c'est juste une anecdote, mais ça m'a rappelé Alors, ce monsieur. Quand on travaille avec un département RH qui est plus, on va dire, sensibilisé à cela, c'est beaucoup plus facile, c'est clair. C'est clair, oui. Que les autres. Après, bien, c'est plus facile dans une entreprise, c'est moins facile avec d'autres. Mais on va dire généralement ça finit. Ça commence. Oui. En tout cas, le plus difficile c'est la sensibilisation, mais ensuite la satisfaction. La fibre artistique, elle est en nous. Oui. C'est aux coachs, c'est aux formateurs, c'est aux entreprises artistiques qui doivent savoir, on va dire, comment la faire vibrer, la faire ressortir. C'est tout simplement ça. C'est comme un enfant. Un enfant, vous prenez, vous lui apprenez ce que c'est que la guitare, elle est certainement en lui. C'est à nous aussi de savoir l'accompagner pour qu'il puisse, on va dire, s'épanouir dans ce sens-là. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que les industries aussi artistiques, ça rapporte aussi de l'argent. Oui. Ah oui, bien entendu. Oui. Ça, c'est un sujet. C'est important. Oui. Je pense qu'en 2017, l'industrie artistique a fait entrer à la France beaucoup plus que l'industrie de l'automobile. Oui. C'est 30 millions d'emplois, l'industrie, sur le rapport 2018, c'est 30 millions d'emplois dans le monde. C'est du gain partout, c'est du retour partout, et il faut l'encourager. On y reviendra, c'est notre sujet de notre intervention. Alors Najwa, les lieux de culture, voilà, prochainement, Inch'Allah. Oh là là, déjà. Exactement. كما نعرفوا كامل باللي l'ouverture des espaces culturels راهي رجعت. Donc وزيرة الثقافة ملكة بن جودة نونسيت باللي prochainement إن شاء الله تم افتتاح كل دور العرض وكل المسارح وكل الفضاءات الثقافية حتى تكون كاينة فيه عروض مسرحية للأطفال لي جون. دونك إن شاء الله راح تكون كاينة حياة ثقافية الأيام الجاية. دونك كاينة أوسي لانسمون تاع الريزيدونس كولتوريل ارتستيك تاع الفنانين الموهوبين واللي كانت خصتها وزارة الثقافة لمناطق الجنوب أكثر من 18 ولاية اللي كانت فيها تمر راستعين صالح المنيعة عين قزام إليزي جانت أدرار بشار تندوف النعامة البيض رقان واللي التخصصات اللي فتحتهم في فن التمثيل التعبير الجسماني التنظيم الإداري والتعاون بيان سور بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حتى تتخصص أكثر في مسرح الطفل. بالنسبة لولايات الجنوب كما نشوفوا باللي ولايات الجنوب عندها موروث ثقافي كبير ولكن بعد المنطقة والعزل هذيك بلوتو الانعزال تاع السكان تباعد المسافات هو اللي خلاهم بوكو بلوس انهم يتحرموا من هذا الفضاءات الثقافيه. دونك هي حاجه جديده وحاجه مليحه لناس الجنوب وبدات في كل دور الثقافه على مستوى ولايات الجنوب الوادي تمراست بشار اضرار وايضا مسرح الوطني الجزائري اكيد راح يرجع بروشينمون. راح تكون فيه عروض مسرحيه بالتنسيق وتنشيط الكاتب والناشط الثقافي عبد الرزاق بوكبة اللي هو اللي يعمل على التنسيق بين مختلف الفاعلين الثقافيين بالجزائر. ونهار لو 22 راح تكون فيه عروض للاطفال عروض مسرحيه اجنحه نموله ثاني للكاتب المسرحي كاتب يوسف بعلوش. راح تكون بروشينمون عرض مسرحي موجه للاطفال من اخراج الفنانه نضال الجزائري. يعني راح تكون بزاف نشاطات ثقافيه. كونوا برك في الموعد وان شاء الله ترجع الحياه كما كانت ولازم تعيشوا مع كورونا كما كان الحال بالاحترام بيان سور احترام البروتوكول الصحي. فوالا.
Merci beaucoup Najwa. Alors il y a aussi un appel à candidature lancé par le collectif Cinéma et Mémoire. Donc c'est un atelier, il s'agit d'un atelier de création de documentaires sonores. Donc pour les artistes, les personnes qui sont un peu dans le monde de l'audiovisuel, si ça vous intéresse de participer à cet appel à candidature, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du collectif Cinéma et Mémoire. Et bien entendu, l'exposition Ablation avec Madame Fatiha Wayed pour le jeudi 28 janvier à Artissimo à partir de 14h. Merci beaucoup, merci à Fatiha, merci Rostam, merci Najwa. Donc vous avez inauguré la saison avec nous pour cette série d'émissions qui porte sur les industries de la culture. La prochaine, c'est pour très bientôt avec d'autres invités, d'autres sujets qui j'espère seront passionnants pour vous. En tout cas, ils le sont déjà pour nous. Merci encore et à très bientôt.